De génération en génération, avec Gaëtan Larose. Bonjour et bienvenue à De génération en génération. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, l'immigration, et d'une façon plus particulière, des Syriens dans le contexte de la crise des réfugiés que nous avons connue dernièrement, que nous connaissons encore. J'accueille un Syrien d'origine, M. Georges Mourani. Bonjour, M. Mourani. Bonjour, madame. Vous êtes d'origine syrienne. Ici, à Sherbrooke, ça fait combien de temps qu'il y a des Syriens? Il y a des Syriens. Les premiers Syriens qui sont arrivés ici, c'était suite au massacre des chrétiens syriaques et arméniens en Turquie. Alors les survivants sont partis, puis un groupe qui sont venus ici à Sherbrooke. C'était dans les années 1912, 13, 14, quelque chose du genre. Donc, ça fait déjà plusieurs générations de Syriens qui passent ici à Sherbrooke. C'est ça. Vous-même, vous êtes arrivé au Canada en quelle année? Moi, je suis arrivé en 67. 1967. C'est l'année de l'Expo. Ah, est-ce que c'est l'Expo qui vous a attiré ici? Ben non, c'était d'autres raisons. C'était la guerre. Vous savez, dans cette partie du Moyen-Orient, où la Syrie, le Liban et tout ça, ils ont connu la guerre depuis la création de l'État d'Israël. C'était des conflits entre Arabes et Israéliens. Et puis ça a créé ça. Moi, je suis arrivé ici suite à la guerre de 6 jours. Alors, ma ville était occupée par Israël et il ne me restait rien. Pour vous dire la vérité, moi, je suis arrivé ici, à Montréal, à Dorval, avec $21. Et vous avez tout ça, laissé. C'est toute ma fortune, là. Quand j'ai commencé, j'avais seulement $21. Et est-ce que vous aviez une profession à ce moment-là? Ben, ma profession, c'était dans l'aviation, mais à ce moment-là, je ne pouvais rien faire dans ce domaine-là. Alors, je commençais à faire le commerce, acheter et vendre pour survivre au début. Étiez-vous seul ou marié? Je me suis marié ici à Sherbrooke, puis après ça, j'ai eu le goût de parfaire mon français. Alors, je suis allé à l'université et j'ai fait des études en français. J'ai fait un bac, une maîtrise et un doctorat. Et vous êtes devenu enseignant? Oui, là j'ai enseigné le français. J'ai aidé beaucoup d'immigrants à apprendre la langue et à apprendre aussi comment survivre ou vivre dans cette partie du monde, au Québec. Apprendre à connaître cette belle province, cette province généreuse. Parce qu'on va parler aussi de la générosité des Québécois. Donc, vous avez enseigné particulièrement aux immigrants? Oui, enseigner aux immigrants, j'ai enseigné dans les universités, à l'université Sherbrooke, l'université Bishop aussi. Vous avez passé toutes sortes d'immigrants venant de toutes sortes de pays? Il y a des gens qui m'appellent une encyclopédie ambulante, parce que moi, je lis beaucoup, j'apprends à connaître un peu le monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est un intérêt personnel. Et c'est pas l'activité qui manque au plan international. Oui, mais ça, c'est toujours été comme ça, mais les gens d'ici n'étaient pas au courant, parce que dernièrement, ce qui est arrivé en Syrie, il y a depuis 5 ans que la guerre perdure, et qu'il y a des Syriens qui ont perdu leur maison, perdu les leurs, explosion ici, une bombe là, etc. Ils ont perdu beaucoup. Il y a des gens qui ont perdu leur maison, perdu les leurs, ils ont perdu leur emploi, ils ont quitté le pays, faute de sécurité. Parce que c'est pas un secret, tout le monde le sait qu'en Syrie, il y a au-delà de 300 000 ou 400 000 mercenaires qui étaient engagés par d'autres pays. Je ne vais pas les nommer parce que le monde le sait, je ne veux pas parler politique ici. Mais il y a des gens qui ont dépensé des milliards de dollars pour la destruction de la Syrie, pour chasser le président en le qualifiant de dictateur. Il est loin de là, loin d'être dictateur. Et qu'est-ce qui attire ces mercenaires en Syrie qui soient il y a beaucoup de raisons, mais pour parler de ça, madame, ça prend des semaines et des semaines. Est-ce que le pétrole est une de ces raisons-là? Oui, certainement. Le pétrole, le gaz, la volonté de chasser des gens, faire venir d'autres. Ce sont les intérêts personnels. En Syrie, madame, les études du primaire
jusqu'à l'universitaire, c'était gratuit. Les médicaments et la santé, les hôpitaux, tout ça, les soins, c'était gratuit aussi. Beaucoup de choses. Et le gouvernement, il ne chargeait pas de taxes. Il n'y avait pas de taxes comme ici. Là. On dit, oh, vous payez la taxe, vous allez recevoir des services. Là-bas, il n'y avait pas de taxes. C'est des belles conditions pour oui, vivre. C'était des belles conditions, mais il y avait d'autres raisons politiques. Ils ont commencé par la Tunisie, la Libye, etc. Puis, passant par la Syrie, comme ils l'ont fait en Irak avant. Ils ont détruit l'Irak. Combien de Syriens sont expulsés ou se sont réfugiés? Avant que cette crise commence, ou cette guerre commence, il y avait à peu près 24 millions de Syriens. Sous prétexte, etc. Est-ce que les chrétiens sont particulièrement menacés comme en Irak? Madame, quand il y a des islamistes fanatiques, tout le monde est menacé. Les chrétiens et les autres aussi sont menacés. Mais surtout les chrétiens, parce qu'ils sont qualifiés des infidèles. Vous êtes actuellement engagé dans ce mouvement pro-syrien pour accueillir des réfugiés. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, entre autres, comme action pour faire venir des Syriens ici? Ça, c'est quand la guerre a commencé en 2011. On était un peu sensibilisés à ce qui se passe là-bas. Les atrocités, la tuerie, la violence. Et on a essayé peut-être d'aider les nôtres, en commençant par un groupe de gens qui avaient besoin. On a pensé de peut-être envoyer de l'argent. Mais après réflexion, on a constaté que l'argent n'aboutira jamais au bon endroit où les gens ont vraiment besoin. Alors on a décidé de les faire venir. Et l'église ici à Sherbrooke, l'église Saint-Éphrem. Une église syriaque orthodoxe. Oui. Elle est devenue connue à travers le pays maintenant parce que c'est la première église qui a fait venir des réfugiés syriens ici à Sherbrooke. Avant, on a fait venir des Irakiens qui étaient coincés aussi. Et c'est comme ça, on a mis peut-être un gage ou sécurité pour le gouvernement. Ils nous ont accordé une 40aine de familles par année. Et nous avons commencé comme ça à faire venir ces gens-là. Nous avons reçu jusqu'à date une 40aine de familles ou 45 familles. Et nous avons fait toute une logistique pour faire ça. Au moment où on sait qu'il y a une famille ou deux qui vont arriver à telle date, on va préparer, on va louer les appartements avant, les meubler, mettre de la nourriture dans le frigo, etc. Et on se prépare et on les amène chez eux directement, dans leur appartement. La crise actuelle est peut-être un peu plus intense là, pour accueillir des réfugiés. L'Église catholique de Sherbrooke, est-ce qu'elle a fait un geste? Moi, si je veux parler de la générosité de l'Église catholique, parce qu'il y avait une demande accrue. On avait à peu près une centaine de familles qui crient au secours. Et notre quota était 40 familles, alors on ne pouvait pas aller plus. Puis les attendre l'année suivante, c'était encore un autre problème. Alors on a demandé à l'archevêché de nous aider. Ils ont répondu favorablement et généreusement. Ils ont parrainé une 20aine de familles. Ils nous ont aussi donné de l'argent. Je savais que les gens ici à Sherbrooke étaient généreux, mais leur générosité a dépassé toutes nos expectations. C'est vrai. On s'attendait à des dons, mais pas de cette façon. Il y a des gens qui ont vidé leur appartement pour nous donner des meubles. Et ils ont loué le camion. Alors, c'est vraiment très généreux. Très généreux, très généreux. Des gens aussi qui nous ont donné de l'argent, beaucoup d'argent. Et ces gens, si j'ai bien compris dans votre propos, c'est des gens qui sont quand même assez instruits, assez éduqués. Ah, les gens qui viennent? Oui. Oui, par hasard, souvent, les gens étaient bien à l'aise. Ça veut dire les gens, la plupart des gens qu'on a reçus ont des médecins, vétérinaires, avocats, pharmaciens ou pharmaciennes. Il y a d'autres métiers comme coiffeurs. Ça veut dire leur profil d'employabilité est très haut.
Ça veut dire qu'on n'a pas à nous inquiéter quant à leur trouver du travail. Parce qu'actuellement, il y a une vingtaine qui travaillent. Il y a 25 personnes ou plus qui sont aux études en français, au cégep. Il y a les petits, les jeunes qui sont à l'école. Tout va bien. Demain, nous allons accueillir 5 autres familles qui vont venir à Sherbrooke. Une fois qu'ils sont accueillis, vous ne les laissez pas seuls, vous les accompagnez? Non. Le travail de les faire venir, ça c'est le sommet de l'iceberg. C'est le travail qui vient après. On les prépare mentalement, on leur explique, on les informe, on les aide, on les accompagne, on joue les interprètes, on répond à leurs inquiétudes. Chaque personne qui arrive ici, qu'est-ce qui va advenir, qu'est-ce qu'on va faire après, là, maintenant qu'on est au Canada, est-ce qu'on va trouver du travail, comment ça va aller pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. On répond à toutes ces questions-là en leur calmant. On les calme un peu, puis on leur explique qu'il y en a beaucoup d'autres. Regardez-nous, nous sommes des exemples vivants devant vous. Nous sommes arrivés ici avec rien et nous voilà. Nous sommes bien dans notre peau, on est heureux, ça va aller. Et ce pays ne manque pas l'opportunité pour tout le monde. Si on revenait à votre cas personnel, est-ce que vous-même, vous avez des enfants? Oui, j'ai 4 enfants. Et ces enfants-là sont élevés ici, dans la culture québécoise? Ils sont purement québécois? Oui. Vous êtes arrivé ici avec rien. Comment vous avez fait pour vraiment vous en sortir? Vous avez fait même des hautes études? Je n'ai pas gagné la loto, ça c'est sûr. J'ai travaillé, j'ai bûché comme tout le monde. J'ai travaillé. Moi, je n'ai jamais demandé l'aide du gouvernement, ni assurance chômage ou autre, parce que je ne peux pas compter sur des choses comme ça. On s'habitue. Quand on prend l'argent, on est assis sur une chaise, on dit « Oh, c'est facile ». On s'habitue à être paresseux. Moi, je n'ai pas voulu jouer ces jeux-là. On va prendre une petite pause. Nous sommes de retour avec M. Georges Mourani. Nous parlons particulièrement de la venue des immigrants syriens pendant cette grande crise qu'ils vivent depuis de nombreuses années. 5 ans. 5 ans, mais qui nous frappe plus particulièrement en ce moment. Dans la venue des Syriens ici, M. Mourani, est-ce qu'il y a des gens qui ont exprimé face à vous des résistances à faire venir ces gens-là? Oui, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui sont réticents un peu, ou ils regardent ça d'un mauvais œil, comme ces gens-là vont venir prendre nos jobs. Moi, j'aimerais parler de ça, là.
Les Québécois sont plus nombreux que n'importe quel groupe d'immigrants, qu'ils soient italiens ou grecs ou arabes ou peu importe. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai connu parce que avant j'étais très proche des gens chez eux. Et puis, je voyais une famille, 7 personnes. Il y avait 4 personnes qui vivaient sur le bien-être social. Tu es assis, ils mangent des patates, puis ils jouent aux cartes. Ça, c'est leur affaire. Moi, là, ça, c'est leur affaire. S'il arrive qu'il y a un immigrant, 1 sur 10 ou sur 20 ou sur 80, et qui demande, pour une raison quelconque, qui ne peut pas travailler, n'a pas trouvé de travail, il ne faut pas qu'il crève de faim dans un pays riche comme le nôtre. Comparer un immigrant à ceux qui gagnent ou qui sont sur l'aide du gouvernement des Québécois, c'est 2 ou 3%. C'est minime. Le reste travaille. Le reste paye leurs taxes. Le reste bûche pour avancer dans leur vie. Comme vous avez fait vous-même avec votre propre famille. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, il y a mon voisin qui travaillait au bureau de l'assurance chômage. Il m'a dit, pourquoi tu ne demandes pas l'assurance chômage? J'ai dit, mais écoute, je sais que j'ai le droit, mais si je vais aller demander l'aide, cet argent-là, puis je vais, en essayant chez moi là, pendant l'hiver, je vais m'habituer. Chaque hiver, je vais m'asseoir chez nous, je vais recevoir l'argent. Je deviens un parasite. Et moi, je ne suis pas venu dans ce pays pour être un parasite. Je veux travailler comme tout le monde. Il y a beaucoup d'immigrants qui font comme ça. Je vais vous donner un exemple, madame. Une fois, j'ai fait venir mon jeune frère, il avait 20 ans. Il a essayé d'étudier, mais il aimait devenir un entrepreneur ou un travailleur, quelque chose. Finalement, il a fait un business. Il a grandi. Les gens qui travaillaient chez lui, des Québécois, c'était 242 personnes. Et je peux dire, parmi les 242 personnes, il y avait au moins 150 familles qui vivaient du travail que mon frère a offert à ça. Mon frère avait la compagnie Fontaine Santé. C'est que vous mangez du hummus, du tabouli, ça c'est le produit de son travail. Alors, il n'a jamais demandé l'aide sociale. Alors, il a fait travailler, puis il a été chanceux, mais il a travaillé, il a eu la bonne formule, puis il a fait travailler des gens. Voilà. Une femme qui m'a dit, ils vont voler leur job, j'ai dit, madame, ces gens-là ne demanderont pas un sou au gouvernement. Ça, c'est vrai. Ça veut dire que les immigrants ou les réfugiés syriens que le gouvernement fédéral fait venir au nombre de 25 000, et je ne sais pas, ils ont mis 29 millions ou je ne sais pas combien de millions pour aider ces gens-là à s'établir ici, tandis que nous, nos engagés, nos réfugiés qu'on fait venir ici, qu'on avait parrainés, et on les parraine encore, ils ne demanderont pas un sou noir au gouvernement. Nous sommes responsables de ces gens-là. Alors, que personne ne me dise que ces gens-là vont vivre à nos dépens. Ils ne vivront pas à vos dépens, ça c'est sûr. Mais si vous êtes généreux et si vous voulez faire un don à l'Église, bien, merci beaucoup. Ça va aider. Mais ce n'est pas une chose indispensable. Donc, quand vous dites « nous », on parle de l'Église Saint-Éphrem, c'est une église syriaque. Oui. Nous, madame, moi, je suis solidaire de Québec. Et quand je dis nous, ça veut dire nous, les Québécois, ou nous, la population de Sherbrooke. Alors, pour parrainer une famille ou parrainer des Syriens, de quelle façon les gens peuvent procéder? S'il y a une famille ou un groupe de familles qui veulent aider une famille à immigrer au Canada, c'est très facile. Il y a des procédures à faire. Par exemple, le gouvernement veut s'assurer que ces gens-là sont capables de venir en aide à cette famille la première année. Seulement la première année. L'engagement se fait pour une première année. Souvent, les familles qui arrivent, ils n'arrivent pas avec les mains vides. Peut-être ils ont un peu d'argent, pas beaucoup, mais un peu. Et ces gens-là ne demanderont pas de l'aide parce que quand ils vont
apprendre le français. Le gouvernement leur donne $450 par personne par mois. Ça veut dire si le père et la mère vont apprendre le français. Ça, c'est $900 par mois. S'ils ont des enfants, ils vont recevoir les allocations. Ça veut dire qu'il y a $1 500 qui entrent par mois à peu près pour payer le loyer, payer les téléphones, l'électricité, etc. Ça, ce sont les familles que le gouvernement fait venir. Non. Et celles que vous faites venir ça, c'est aussi? que nous faisons venir. Les autres, ça, c'est le gouvernement qui s'en charge. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je sais les familles que nous faisons venir ici, comment ça fonctionne, comment ils vivent ici. Et il y a des gens actuellement, une vingtaine, qui travaillent. Ils travaillent, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin, ni de nous, ni de l'aide, ni de leur argent, au contraire. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont intégrés, ces gens-là, à la société Oui, ils s'intègrent. d'accueil. Il y a des gens qui sont arrivés ici, ils parlaient un peu français à l'école ou anglais. Il y a des gens maintenant qui s'expriment pas mal, assez, pour pouvoir fonctionner dans la société. Donc, on parle de l'apprentissage du français, mais quelle est la langue de ces gens-là? Ces gens-là parlent l'arabe. L'arabe. Alors, c'est une langue très différente de la nôtre? Oh, très, très, très différente. Vous la décrivez comment, la langue arabe? La langue arabe, c'est une langue, on dit langue sémite. Elle a 28 lettres, comme l'alphabet français. Il y a 18 lettres qui ont des sons semblables au français, le B, T, pas le P, le B, le D, le S, le R, etc. Et il y a à peu près 9 sons qui sont emphatiques, un peu plus gonflés, là, comme ta, au lieu de dire ta, pa. Oui, c'est dans ce... Vous me disiez tout à l'heure que... Mais c'est une langue qui s'écrit de droite à gauche et non de gauche à droite. Mais vous me disiez que c'est une langue émotionnelle. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une langue imagée. On parle avec beaucoup d'images. Et comme le proverbe chinois dit, une image vaut 10 000 mots. Vous savez? Quand je vous donne l'image, je n'ai pas besoin d'aller expliquer par plusieurs termes qu'est-ce que ça veut dire. Par l'image, vous pouvez saisir le sens exact. Mais ça peut prêter à confusion, non? Quelle est la différence entre manger une pomme et casser un œuf? Les deux sont ronds à peu près, oui. Mais la pomme, vous pouvez la frotter sur votre chemise, votre chandail, puis vous la croquez. Et l'œuf, vous ne faites pas la même chose. Vous la frottez et vous la tournez avec les doigts comme ça pour l'ouvrir. Alors, le geste, c'est une image. Tu ne peux pas te tromper que c'est une pomme et c'est un œuf. Si on revient au parrainage, quelles sont les principales difficultés que ces gens-là rencontrent quand ils arrivent ici? Madame, ça c'est une histoire de tout immigrant. Pas seulement les immigrants syriens, n'importe quel immigrant, du moment où il met le pied dans un autre pays, il reçoit plusieurs chocs à la fois. Il y a un choc culturel, comportement. Il y a un choc climatique, le froid, la neige. Il y a un choc linguistique. Il y a un choc fonctionnel. Comment fonctionner? C'est comment marcher? Comment les Québécois dansent? Vous savez? Il y a aussi un choc vestimentaire. Comment s'habiller? Il y a aussi un choc alimentaire. Vous savez? Parce que les gens, quand je dis « Avez-vous mangé des poutines ?» Je dis « Poutine. C'est quoi une poutine? » Donc, il y a beaucoup d'adaptations à faire. Oui, beaucoup d'adaptations à faire. Et mais ces gens sont intelligents. Ils veulent. Madame, quand quelqu'un est acculé au coin, là, puis il veut s'élancer pour faire quelque chose, ils ne sont pas chez eux. Il ne peut pas compter sur son cousin, sa cousine, son oncle, sa tante. Il est seul. Alors, il doit compter sur lui-même. Le temps file, M. Mourani. Si les gens veulent joindre l'Église syriaque pour faire que ce soit des dons ou vous soutenir ou avoir plus d'informations, comment ils peuvent vous joindre? Mais ils peuvent nous contacter. Il y a plusieurs membres. Nous sommes à peu près une dizaine de personnes.
chaque personne fait un travail. Nous œuvrons tous dans la même direction pour aider ces gens-là. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone en particulier qu'on peut donner aux gens? L'Église syriaque comme telle, est-ce qu'elle a un... Je ne sais pas. L'église se trouve sur le 13e avenue sud, entre King et Conseil. Ça, c'est la place. Et les gens qui arrivent, il y a des gens, beaucoup des Québécois qui vont parce que, par curiosité, mais qu'est-ce que c'est cette église syriaque qu'on sait qu'elle existe ici, mais on n'a jamais été si proche où il y avait beaucoup de bruit qui se fait autour d'elle à cause de ces réfugiés syriens qui s'y... Alors, ils vont assister à la messe. La semaine passée, il y avait une Québécoise qui est venue s'asseoir à côté de moi et dit « Qu'est-ce qu'ils disent ?» Parce que la messe se fait en langue syriaque. C'est la langue qui est très, très proche de la langue de Jésus. Elle est issue de même l'araméen. Le syriaque, c'est presque la même, avec un petit accent. C'est comme le Beauceron, les Sherbrookeois ou les Québécois, etc. Comment ils parlent avec un petit accent, c'est ça. Mais le reste, c'est la même langue. On prie aussi des parties en français, des parties en arabe et des parties en syriaque. Donc, ça permet aux gens de garder un lien avec leur culture. Oui, entrer puis voir qu'est-ce qui se passe. C'est une église, il y a des gens, c'est du monde. L'église comme bâtisse, autre, c'est du monde qui s'y trouve. Alors, M. Mourani, je vous remercie de votre témoignage et j'invite les gens à vous encourager dans ce grand mouvement de solidarité que vous vivez actuellement, mais qui dure déjà depuis plusieurs années. Merci beaucoup, madame. Ça m'a fait plaisir. Je remercie au montage et à la technique Michel Carpentier et ici Gaétane Larose qui vous dit à la semaine prochaine. C'était De génération en génération avec Gaétane Larose.